Bon, bah, tout d'abord, bonsoir, et puis merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je dois d'abord m'excuser auprès de vous parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, sur les photocopies, il manque les derniers vers sur le texte allemand, mais le texte français est complet. Donc, toutes mes excuses, mais quand on fait ça au dernier moment en urgence, malheureusement... Donc voilà, mais bon, au moins le texte français est complet, donc pour la compréhension, ça devrait être suffisant. Bon, vu qu'il faut qu'on avance un petit peu, pour la biographie de l'auteur, j'intégrerai les éléments les plus importants au fur et à mesure. Et puis, ben, on va tout simplement commencer. Donc, en guise d'introduction, pour les contemporains, la Première Guerre mondiale ne constituait pas seulement une question et une préoccupation centrale, mais marqua, on va dire, une césure qui fait date, même si aujourd'hui, d'un point de vue historique ou d'un point de vue mémoire, elle a été plus ou moins occultée par la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. Mais il n'en reste pas moins que ce sont les cendres des champs d'honneur qui ont fait naître les deux dictatures mondiales, le national-socialisme et le communisme, qui feront donc sous la plume des écrivains et des historiens couler beaucoup d'encre. Toutefois, donc, avant que la Première Guerre éclate, intellectuels et artistes voyaient déjà au loin se profiler des désastres à venir. Par exemple, Karl Kraus écrit à propos de l'assassinat du Kronprinz François Ferdinand d'Autriche cette formule acerbe de la österreichischen Versuchsstation des Weltuntergangs, c'est-à-dire de l'expérience autrichienne de la fin du monde. Ainsi, il désigne son époque par un diagnostic féroce, souligne qu'au tout début du XXe siècle, l'humanité semble avoir perdu ses valeurs de la façon la plus inopinée qui soit. Mais Karl Kraus n'est pas le seul à mettre de tels jugements. Tourmentées et affligées, les populations sombrent dans une phraséologie de la haine, de la violence et de la terreur. Ce n'est aucunement les textes patriotiques qui manquent, partout l'enthousiasme, la transfiguration et la glorification du patriotisme marquent. Et ce sont ces modèles de propagande chauviniste repris et remis à l'ordre du jour qui font légion. Trakl, impuissant donc devant cette cataracte, on va dire, de mort et d'angoisse, n'a pas pu survivre au spectacle terrifiant de la Première Guerre mondiale. Avant de sombrer dans la folie, il ne put faire autrement que de dresser le même constat que son contemporain Musil, c'est-à-dire que pour lui, l'humanité, après ce massacre-là, n'arrivait plus à marcher debout. Dès lors, Trakl, au même titre qu'un nombre important des siens, désavouait la réalité en lui opposant une utopie éthique et sociale. Déjà, durant l'été 1913, il a déploré n'être que, je cite, le reflet d'un siècle irreligieux et maudit. Mais ce sont tous ces espoirs restés sans réponse, ces utopies vouées à n'être rien d'autre, l'absence de valeurs et de principes chez ses semblables, qui l'ont emminé jusqu'à ce qu'il ne parvienne plus à supporter cette dualité douloureuse en lui. Sa vie, à laquelle il a probablement mis fin lui-même, se tenait donc entièrement et pleinement sous le joug d'un malheur innommable et d'une tristesse indicible. Le 27 octobre 1914, soit 8 jours avant ce qu'on présume être son suicide, Trakl envoie une lettre à son ami Ludwig von Fecker, à laquelle donc il joint les copies de ses deux derniers poèmes, Plainte et Grodeck. Ce seront donc ces derniers vers et ce, entre guillemets, testament lyrique qu'il avait déjà lu à son ami lors de sa visite à l'hôpital militaire psychiatrique de Cracovie. Donc, dans cette dernière lettre, Trakl affirme qu'il se sent comme étant presque hors de lui-même. D'après le souvenir donc, de Ludwig von Fecker, la version de Grodeck qu'il lui avait lu lors de sa visite était un petit peu plus longue que la version finale, mais finalement c'est un raccourcissement que de quelques vers, mais le message ou le contenu sont restés le même. Le titre du poème renvoie à la bataille de Grodeck, à l'époque en Pologne, aujourd'hui en Ukraine, qui s'est tenue donc du 6 au 11 septembre 1914. D'un point de vue historique, cette bataille n'est pas d'une grande importance, finalement même on n'en parle pas, mais pour Trakl, elle a une importance majeure.
Pour lui, finalement, elle constituait l'exemple premier d'une histoire de l'humanité tant insensée que barbare. Comme cela a déjà été dit et répété maintes fois par les commentateurs, Trakel participa au combat en Galicie avec son unité en tant que soldat du service de santé, puisqu'il était pharmacien. Et c'est donc dans ces circonstances qu'il fut affecté seul dans une grange avec 90 blessés afin de leur administrer les soins nécessaires. Alors, tandis que dehors, on fusillait des soi-disant déserteurs, que dans cette grange, des mourants finalement se suicidaient, il a perdu la tête, il est sorti en courant, il a essayé de se suicider, on l'a retenu, donc c'est la raison pour laquelle il a été affecté dans l'hôpital militaire de Cracovie, finalement dans l'aide psychiatrique où il a apparemment mis fin à ses jours. Dès lors, donc, ce dernier poème évoque les contours d'un paysage crépusculaire comme un authentique et angoissant paysage fait de mort et de déclin. C'est aussi donc dans ce sillage que le commentateur Franz Fuhlmann évoque l'idée selon laquelle Grodeck se trouve avant Troie, Grodeck se trouve avant Auschwitz. Nous sommes donc ici confrontés à un désespoir total, puisque la possibilité même de la vie semble être détruite pour toujours. C'est comme si ce poème visait à immortaliser les impressions d'un être en chute libre. Alors, pour commencer, donc, les 6 premiers vers, soit en fait ce qui forme avec le point, la première phrase, sont la reconstitution lyrique d'expériences divergentes et opposées. Certains éléments renvoient à quelque chose qui pourrait, sans extrapolation abusive, renvoyer donc à un paysage crépusculaire, pour ainsi dire mythico-historique, périphrasant donc les contours d'un ordre dit communément naturel, comme le montrent les expressions par exemple forêt automnale au vers 1 ou les lacs bleus au vers 3, etc. Mais à tout ça s'oppose finalement la déformation tant impitoyable que radicale de l'harmonie naturelle par l'homme et l'humanité, vers 1 à 2, vers 4 à 5. Et cette déformation renvoie donc à l'ampleur de destruction de ce qu'on pourrait appeler l'univers ou le monde de Grodeck. Dès le début, donc, le poème se caractérise par une polarité et une dichotomie flagrante. Par ailleurs, donc, toute une palette de couleurs traverse ce poème. On constate un sort de mouvement circulaire qui va du doré vers le noir, en passant d'abord par le bleu puis le rouge, pour en revenir donc au doré avec l'apparition de la sœur vers la fin, qui, comme on va le voir par la suite, représente un petit peu la seule image consolatrice dans le texte. Il y a donc une opposition, mais cette dernière se résout et se résorbe finalement dans le mouvement circulaire qui, pour ainsi dire, crée une clôture. De plus, donc, tout le poème est traversé de manière constante par des séquences sonores qui sont malheureusement pas rendues en français. Mais disons que le fait de mettre côte à côte des images divergentes, parfois harmonieuses, parfois sombres, provoque des tensions. Il semblerait donc que 2 pôles, 2 mondes, d'un côté le monde réel de la guerre et de la destruction, et d'autre part le monde du poète, caractérisé par une certaine utopie éthique, s'affrontent et se heurtent constamment l'un à l'autre. Mais par ailleurs, l'utilisation de ces éléments de construction fait apparaître l'importance cardinale accordée par le poète à la forme dans ses poèmes, parce que les poèmes ont été, bon là c'est les derniers, mais les autres constamment retravaillés et repris. Des fois vous avez jusqu'à 5 à 6 versions du même poème. Donc vraiment on pourrait presque parler d'une espèce d'obsession formelle. Le poème n'est pas un assemblage d'éléments disparates sans rapport les uns avec les autres, mais bel et bien conçu donc comme un ensemble. Les différentes images n'ont un sens que lorsqu'elles sont considérées par rapport à l'ensemble du texte, car c'est finalement de leur mise de relation que naît le sens du poème. La localité nommée dans le titre est donc celle des contrastes, clair versus sombre, haut versus bas, vie versus mort, qui la domine et la caractérise tout au long du texte. À la dissolution de ce qui pourrait s'apparenter à des contours visuels correspond en parallèle la structure fluide du texte. Le nombre important d'enjambements confère à l'ensemble une structure fluide, d'où naît finalement un heurt constant
entre l'agencement des différents vers et la construction syntaxique au sens large. Ce qui a pour conséquence que le lecteur doit suivre avec précision le déroulement du poème, essayer d'en saisir le fil et finalement essayer de le comprendre à partir de la totalité. Les esprits des guerriers sont salués par l'ombre de la sœur, qui semble donc puiser son origine dans ce qui pourrait s'apparenter à un rêve éveillé, ce par quoi elle pourrait être une créature incorporelle et silencieuse en provenance de l'au-delà. L'agréable son des flûtes de l'automne au vers 14 renvoie au premier vers, mais sans pour autant détruire l'idylle présente ici. Dans le final, vers 15 à 17, le moi lyrique est pris d'une grande tristesse, malgré son face-à-face, avec ce qui semble être une certaine beauté idyllique, donc la figure de la sœur. Ce moment est saisi avec une grande intensité, vers 16, heute, ou je crois traduit par aujourd'hui en français, mais par ailleurs transcendé dans une vision des plus pessimistes quant à l'avenir, ce que vous trouvez au vers 17, bon en allemand vous ne l'avez pas, mais die ungeborenen Enkel, les inengendrés finalement. Dès lors, Grodek apparaît vraiment comme un espèce de chant millénariste, un espèce de chant finalement de la fin du monde. De plus, et toujours placé sous la lumière de la dichotomie, on constate donc dans les 6 premiers vers un passage de la lumière et de la clarté du jour à l'obscurité de la nuit, vers 1, vers 3, vers 4, mais le comparatif du sein sombre au vers 4 permet de souligner et finalement de mettre en avant ce passage du jour à la nuit, de la clarté aux ténèbres finalement. Remarquable est par ailleurs le fait que dans la description de la guerre, le poète recourt à des expressions traditionnelles, quasi neutres. Par exemple, armes au vers 2 et guerrier au vers 5. Et peut-être que ça vise à soutenir l'idée selon laquelle les mécanismes de destruction sont les mêmes dans toutes les guerres et que finalement la violence déshumanisante et impitoyable qui transparaît dans cette bataille de Grodek existe depuis la nuit des temps. De même, on peut souligner au vers 1, Tönen renvoie plutôt au chant des oiseaux qu'à un grandement des canons et parler donc d'un effet de distanciation qui fait en quelque sorte de l'hypothétique idylle et de la forêt une illusion face à cette destruction abusive dans le cadre de la guerre. Trakl marque donc le contraste entre l'idylle et la guerre par l'utilisation de termes proches d'un point de vue sonore, mais éloignés l'un et l'autre par leur signification. Vers 1, tönen, vers 2, tödlich, donc dans le texte allemand. Même si on ne parle pas allemand, d'un point de vue sonore, les deux termes sont assez proches. De façon discrète et peut-être même ironique, Trakl rend le pathos de la chute ad absurdum. Ce pathos que les démagogues et chauvinistes de la guerre et de la destruction se plaisent à employer. De même, donc, au vers 5 à 6, il marque une césure dans la syntaxe qui invite le lecteur à une réflexion plus poussée sur ce dont il est question. En effet, la plainte, dit Klage, articule les muettes et silencieuses protestations des bouches, mène à devenir, pour ainsi dire, inutile. Ce qui d'ordinaire devrait servir à la communication, à l'établissement d'une relation avec l'autre, est ici damné à n'être plus que silence, inertie et absence de tout. Les bouches dont parle Trakl dans ces deux vers ne sont plus qu'un élément grotesque et finalement le symbole d'un détachement parfaitement accompli. Le poème constitue donc aussi une critique, bien qu'indirecte, du vocabulaire employé par les bienheureux apôtres de la guerre, culminant donc dans la métaphore d'une évolution négative, allant toujours de plus en plus vers le déclin et le non-sens. Au vers 7, la conjonction d'or renforce une césure, débouchant donc sur un nouvel élément. En effet, le vers 7 vise à conduire le regard du lecteur, peut-être pourrait-on même parler de spectateur puisqu'il s'agit d'un paysage, au-delà du paysage de mort. Éventuellement, donc, il s'agirait de l'intention d'intercepter l'infernale danse macabre des hommes afin de les conduire vers la tranquillité et le silence.
On oppose donc au phénomène de mort et de déclin une vision, du moins au premier abord, consolatrice. La réalisation hypothétique de l'homme dans et par la nature n'est que vaguement esquissée, puisqu'elle ne peut être exprimée que par des catégories spatio-temporelles. Le prochain vers peut poser quelques problèmes. En effet, on peut, puisque ça parle d'un Dieu, choisir une interprétation religieuse, théologique ou non religieuse, en y voyant donc une métaphore de la destruction de l'ordre naturel par homme, finalement le symbole d'un monde duquel Dieu se serait retiré. Comme le souligne Michael Hanke, donc, qui a fait une lecture assez exhaustive de ce texte, le poème en lui-même n'offre pas de réponse explicite quant à la cause de la colère du Dieu dont il est question. Peut-être se met-il en colère parce que les hommes, du point de vue de Démiurge, se détruisent les uns les autres, ou bien parce que du point de vue d'un dieu de guerre tel que Mars ou Odin, ils ne se battent pas assez bien ou assez vaillamment, ou encore du point de vue d'un dieu de la nature tel que Pan, parce qu'il perturbe la paix naturelle et finalement le bon écoulement de la vie. Mais peut-être est-ce même la colère divine qui est aux origines des combats. Quoi qu'il en soit, donc les possibilités d'interprétation sont finalement assez larges, et puis c'est à chacun de le lire dans le sens qui lui convient au mieux. En tout cas, une instance supérieure qui pourrait aider les hommes mais ne le fait pas, sans superviser la bataille. Peut-être sommes-nous donc dans ce passage confrontés au problème de la théodicée, c'est-à-dire à la question de la justification de l'existence du Dieu face au mal, mais stricto sensu, le texte n'offre pas de réponse claire à cette question. De même, le seul espoir de Trakl serait finalement l'hypothèse de la réalisation d'une possibilité existentielle afin que la fin d'une temporalité, considérée donc ici comme déjà morte, au sein d'un isolement vivant et vivifiant. La figure de l'isolé joue un rôle central dans le système lyrique de Trakl. Elle revient en permanence. Des Abgeschiedene, parfois sous la figure du moine, ou du moine au féminin, ou de l'enfant. Bref, c'est une figure qu'on retrouve tout au long de l'œuvre. Elle représente une forme d'existence dégagée de toute réalité, qui fait l'expérience de sa réalisation malgré le savoir qu'elle possède de la chute, dans finalement le retrait du monde et dans la solitude, voilà, finalement vraiment dans l'idée de l'isolement et du retrait. Maintenant, dans le vers central du poème qui est le vers 10, finalement qui est le plus explicite, et qui finalement va aussi annoncer la suite, disons que le pronom indéfini et pluriel au début du vers donne le ton. On ne peut pas espérer trouver une issue, et cela semble être exprimé sans équivoque. Nous sommes donc confrontés à une métaphore de la mort et de la décomposition, Verwesung, qui laisse entendre que la vie mène inexorablement finalement vers la mort et le retour à la poussière. La chute est irrémédiable et incontournable, et à ce propos, on peut souligner que la diction et les images sont, dans certains cas, relativement archaïques. Comme par exemple, j'en parlais avant, Trakl parle des bouches fracassées au vers 6. Au lieu de finalement parler de mutilation ou en parlant de plaintes sauvages au vers 5, au lieu de dire explicitement cri de douleur. Par ce procédé, on peut croire que le poète dégage les événements du présent et de la réalité profane, les dérobe au cours de l'histoire, afin de les placer en tant que condition humaine universelle. Cette impression est renforcée par l'expression dont nous venons parler au vers 10 et corroborée par l'image des autels sacrés au vers 15 qui suivront autant à la guerre et à la destruction. C'est le terme de décomposition Verwesung au vers 10 mis en relation avec l'image de la route est à comprendre donc comme une expression de la fin, c'est-à-dire de la mort incontournable des soldats. Les 4 vers suivants
quant à eux, à partir du vers 10, attestent une désagrégation croissante du langage lui-même, mais surtout, ils sont caractérisés par l'apparition d'une figure centrale chez Trakl, celle de la sœur. D'ailleurs, le mot sœur, dans les œuvres intégrales, donc, est le mot qui revient le plus souvent, je crois, 127 occurrences, puisqu'il y a aussi la rumeur comme quoi Trakl aurait eu des relations incestueuses avec sa sœur, ce qui n'est pas prouvé dans les faits, mais en tout cas, l'image de la sœur revient et est peut-être une des seules images qui sont dans la plupart des cas attribuées donc, à cette fonction consolatrice, même dans d'autres contextes. Donc la sœur, dont Trakl apparaît comme si elle voulait, d'une certaine façon, participer au destin des soldats tombés au champ d'honneur, peut-être un petit peu comme une valkyrie, qui ramasse donc les âmes des soldats morts après le combat. Et l'expression unter goldenem Gezweig au vers 11 pourrait peut-être connoter l'idée selon laquelle cette sœur apparaît comme un personnage empathique face finalement aux intentions créatrices et ou destructrices du dieu coléreux au vers 8. Aussi, donc, elle semble symboliser l'idéal que nous venons d'évoquer, à savoir celui d'une existence au sein même de l'isolement, au même titre qu'elle est une protestation purement et simplement humaine face au déclin et à la décomposition. Mais cette protestation demeure malgré tout silencieuse, vers 14, car elle est sous-tendue par une tristesse et un constat amer. Mais ce silence, notons-le, est donc en opposition radicale avec le bruit des canons. De même, au vers 13, par son salut, la sœur incarne les énergies humaines d'une vie qui serait vivable, et par là, elle représente quelque chose qui pourrait, sans vouloir trop extrapoler, s'apparenter à une communauté humaine qui, dans son essence même, serait opposée aux armes et à la guerre. Cette qualité humaine incarnée par une figure familiale et proche, presque androgyne, fixe une mesure qui, finalement, s'oppose à tout le reste de l'ambiance, donc à cette destructivité guerrière, finalement. Les trois derniers vers posent le plus grand problème au niveau de l'interprétation, puisque quel est le lien entre le demi-vers, quel est le lien entre les deux derniers vers? Il n'est pas clair si la tristesse, personnifiée par une forme locative, ne fait qu'un avec les autels personnifiés eux aussi. Dès lors, donc, le commentateur considère en général que les lendemains anticipés par Trakl de manière visionnaire sont vides et vains. Les jeunes hommes sont tombés au front et ne peuvent plus engendrer de descendance. Mais peut-être cela peut aussi signifier qu'ils soient aussi peu fertiles et féconds que le présent, les descendants étant condamnés à marcher sur les mêmes routes que leurs pères, dans les traces donc de la noire décomposition. C'est donc dans cette révélation, forgée à partir d'expériences et de ressentis personnels, que se trouve finalement le paradoxe tragique de ce testament lyrique. On peut tout de même souligner qu'une autre lecture de ces trois derniers vers est possible. En effet, ils sont plus courts que les précédents et commencent par un vocatif. Ce vocatif pourrait renvoyer à l'idée d'un crescendo, dans la mesure où Trakl établit ici une distance voulue avec le pathos classique, pour ne pas dire cliché. La tristesse est de loin supérieure à la consolation et à la délivrance, puisqu'elle emprunte le chemin d'une attitude humaine et empathique, idée renforcée donc par cette forme exclamative. C'est un pathos humain, peut-être même trop humain, qui doit faire face au pathos conventionnel, usé et manipulé des propagandistes. Il s'agit donc un petit peu d'une contre-figure face au mensch, au homme, placé dans la bouche des prophètes de l'Apocalypse. Dès lors, donc, c'est par un choix linguistique, un niveau de langue, que Trakl crée ici ce qu'on pourrait peut-être appeler un antipathos. Ce n'est désormais plus le patriotisme qui nourrit la flamme de l'esprit au vers 16, mais bien une immense douleur. Pour terminer, donc, l'empêchement, l'anéantissement de la vie et des vies à venir possède ici un caractère essentiel, pour ne pas dire érigé au rang de principe. L'immense douleur ne concerne pas seulement
l'anéantissement des conditions de réalisation des possibilités humaines, mais aussi un futur qui s'annonce caduque au vers 17 par cette descendance qui ne sera pas engendrée. Les derniers vers, sont également donc marqués par une locution sans rapport grammatical déterminé, ce qui provoque finalement l'impression que la forme se dissout en elle-même, qu'elle ne se maintient comme telle qu'avec la plus grande des peines. Décomposition et composition semblent se maintenir finalement mutuellement en équilibre dans le texte. Le pathos et ce qu'on pourrait qualifier de contemplation élégiaque semblent se soutenir et se contenir mutuellement, au même titre que l'exclamation désespérée du Moelléric au vers 15. Et finalement aussi la triste résignation de ce même moi à son sort paraissant retrouver ou trouver un équilibre. C'est par rapport donc à la mise en avant de ce que l'humanité a raté, porté de raté en elle, que le poème nous apporte un message d'humanité ou un message humain trop humain. Donc pour conclure, on peut dire que dans Grodek, donc le monde des images, des sons et des mots paraît relativement traditionnel au premier abord, mais il ne tarde pas à se transformer en une terrible plainte qui, par sa dureté allant toujours crescendo, creuse progressivement une distance insurmontable entre le moi lyrique et le monde. Et c'est quelque chose chez Tracle qu'on retrouve en permanence, c'est le conflit entre lui-même et le monde, et c'est finalement quelque chose que la biographie atteste, puisque c'est quelqu'un d'extrêmement solitaire, qui s'est entouré des mêmes amis durant toute sa vie, et qui vivait finalement comme l'archétype d'un poète maudit. Le poème thématise donc avant tout une grande douleur qui d'emblée donne au lecteur l'impression que tout est ouvert, encore inachevé, et le force avec violence à s'intégrer dans ce processus lyrique. On peut dire que Grodek officie comme un modèle, si ce n'est un schéma, qui vise à apporter au lecteur la connaissance de la conscience occidentale collective. C'est dans cette visée que les conséquences sur la construction même du texte sont d'autant plus grandes. En effet, donc, l'ouverture du texte lyrique laisse à supposer que ce dernier ne peut trouver sa vocation qu'en la seule conscience du destinataire. La forme, la langue et les structures du contenu convergent tous vers le même objectif, finalement d'inclure le lecteur dans le texte et finalement lui donne le rôle de délivrer le message apporté par le texte lui-même. La structure communicative confère au matériau du texte une ouverture allant dans le sens d'une dialectique entre historicité et perspective utopique, et ainsi le poème vit principalement dans et par son aspect opérationnel. La dialectique négative qu'il contient arrive à ses fins en voyant clair dans le objectiva wahrnehmungst zusammenhang, c'est-à-dire une conscience des liens objectifs. Vous traduisez peut-être mieux que moi. C'est percevoir globalement, quoi. Voilà, une perception globale dont parle Théodore Adorno et que le texte finalement pourfend avec zèle. L'issue catastrophique de la fin pourrait peut-être se transmuter en un nouveau point de départ, puisque le poème est malgré tout dédié à ses descendants qui ne seront a priori pas engendrés. Par là, donc, il devient une sorte d'utopie négative en prévision d'un futur pouvant être radicalement différent de ce que le passé a été. Si le lecteur finalement s'obstine à délivrer le message que finalement le texte aspire à transmettre. Question ? Merci beaucoup Natalia. Écoute, question quand même là, qui me taraude depuis avant. On a un poème qui est tout ce qu'il y a de plus fataliste, apocalyptique, tout ce qu'on veut,
Bon, c'est très bien parce qu'il n'est pas en train de geindre, il fait pas son Rousseau, il fait pas le pleurnicheur, mais... Jamais. Voilà, c'est très bien, très bien. Il n'est pas en train de se plaindre, mais c'est terrible, c'est comme tu l'as dit, c'est l'utopie négative, c'est donc ce qu'on appelle une dystopie. C'est ça, voilà, on est dans la dystopie totale, et je voulais savoir, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on n'est que en 14, et ensuite il se suicide, hein, c'est bien ça, plus ou moins... Il a écrit ce poème quelques jours avant de se suicider. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est vraiment bien, c'est la dimension visionnaire, quoi. En fait, il avait tout anticipé, tout pigé. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à et il supprime, quoi. C'est trop lourd à porter, alors que les choses ne sont même pas encore véritablement arrivées, ça commence à peine. Mais c'est déjà avant. Vous trouvez, en fait. Bon, là, avec l'expérience de la guerre, ça se renforce. Mais finalement, c'est cette espèce d'aspect visionnaire, vous l'avez dès le départ. Voilà, c'est ça. Moi, c'est la question que je voulais t'adresser dès le début, en fait. C'est est-ce que c'est présent, le côté Nostradamus visionnaire, est-ce que c'est présent dans C'est présent dès le début et toujours, finalement, c'est vraiment là-dessus, finalement, qui est construit sur l'œuvre, cette espèce de tension entre, on va dire, un avenir complètement insensé, noir, et quand même, de temps en temps, mais les images sont moins présentes, donc ces images de rédemption, de consolation, mais pratiquement de rédemption au sens religieux. Même si c'est une vision très très particulière du christianisme qui traverse toute l'œuvre, c'est, on va dire, vraiment cette tension entre ces deux éléments-là sur laquelle est tout construit. Finalement, dès le départ, peut-être de manière un peu moins... Bon, ça c'est le plus violent, puisque c'est le dernier qui vise à décrire quand même une expérience particulière, mais le ton de ce texte-là se trouve finalement quasiment dans tous les textes. Dans quel courant est-ce qu'on a inscrit alors Trakel? Puisque là on n'est plus vraiment dans le romantisme, Non, pas du tout, pas du tout. On dit que c'est le précurseur de l'expressionnisme poétique, donc dans l'espace germanophone. Mais grosso modo, donc on parle de modernité, mais on dit que c'est le premier expressionniste. Oui, on disait que ça résonne avec la peinture expressionniste du début de siècle, enfin le premier quart de siècle. Quelqu'un comme Grosse, par exemple, ça évoque, moi je sais pas, la lecture de ce poème quand vous en parlez. Autodix surtout, enfin personnellement. Autodix surtout, Grosse, Autodix. Moi ça m'évoque ça quand vous en parliez. Mais on dit vraiment, même au niveau formel, que c'est le premier expressionniste, justement avec cette superposition d'images qu'on ne peut comprendre que dans leur ensemble, en parlant quasiment, je vous l'ai dit à la pause, certains commentateurs parlent quasiment d'hermétisme ou de chiffres, mais ça reprend un petit peu, c'est lui le premier finalement à avoir, on va dire, exploité ça jusqu'au bout, ce qui sera repris plus tard par Ben, Heim, etc. Parce qu'on sent qu'il y a de l'hermétisme, effectivement. Et ce que vous disiez, l'hermétisme des chiffres, une espèce de numérologie. Oui, mais c'est pas dans ce texte-là, c'est dans un autre recueil en fait. Dans d'autres textes, mais... Justement, l'alchimie aussi, l'idée de la réplique alchimique comme rédemption, etc. Qu'on retrouve, mais... C'est tout de même un cri d'espoir, parce qu'on ne pousse un cri que quand on est un peu entendu. C'est tout le problème. Parce qu'en même temps, s'ils pensaient vraiment qu'il n'y aurait plus de descendance engendrée, à quoi bon écrire encore? Désolé, c'est encore moi. Moi, je voulais savoir si ce poète, déjà, parce que bon, il est quand même au début de la guerre, hein, c'est en 14. Oui. Et là, il parle quand même de visage en sang, de ci, de ça, de douleur. On a l'impression que soit il l'a faite, donc il était militaire, oui. Et vu qu'on est qu'au début, alors comme disait Schaffner, est-ce que c'est Nostradamus où il imagine ce qui va arriver, ou il l'a fait celle-là? Alors il l'a fait donc au début, donc cette fameuse bataille de Grodeck, qui historiquement n'est pas révélatrice, mais c'est, on va dire, ces 5 jours au front ont suffi en fait. Je suis désolé, on vient de me dire, c'est quand je me suis absenté que vous l'aviez dit. Non mais c'est pas grave, parce que finalement il a fait 5 jours. Oui. Non mais j'ai envie de dire 5 jours. Mais ça a suffi, ça a suffi. On envoie des horreurs. Eh bien, merci. Question? Bravo. Bon, bah écoutez, si on y est, voilà. Merci à tous d'être venus encore.
Eva, j'ai réservé dans un bar tout proche pour